voudrais commencer par vous remercier. J'ai demandé à vous rencontrer aujourd'hui parce que j'avais une autre activité qui a été reportée. Sinon, c'est demain que je voudrais reprendre officiellement avec le conseil de cabinet. Et je disais aujourd'hui que quand je vais sortir le jeudi, à Mali Karotasura, il y a beaucoup qui vont tomber malades au Mali parce que tous ceux qui ont enterré ce monsieur-là, ils vont dire, mais nous, on s'attendait à ce qu'on nous appelle à une cérémonie funéraire. Au lieu de ça, ils viennent nous tenir encore des meetings. Dieu a fait que tout s'est passé normalement. Et il devait sortir depuis jeudi, mais on a poussé jusqu'à vendredi pour éviter d'être dehors le jeudi parce qu'il y avait une grande manifestation des ressortissants du Nord le jeudi. Et ne pas y être présent, c'était un peu surprenant. Je sais que depuis le début de la semaine, en réalité, ça allait. J'ai même envoyé au président le discours qu'on avait préparé à l'intention du Premier ministre, en lui suggérant de le transmettre au ministre d'État, comme il se trouvait en voyage à Ouaga, donc le donner à ceux qui viennent dans l'ordre protocolaire, le ministre de la Justice ou celui de la Refondation. Je crois que c'est l'un d'entre eux qui a été commis pour tenir cette mission. Je reprends avec beaucoup d'énergie, parce qu'en réalité, vous savez, dans la vie de chacun, il y a des étapes. Moi, personnellement, j'ai constaté, durant toutes mes étapes de vie, dans les études, dans l'administration, chaque fois que je sors d'une très grave épreuve, ça veut dire qu'il y a des portes plus grandes qui s'ouvrent après. Et j'espère que cette fois-ci aussi ne va pas être la dernière. Parce que cette fois-ci, honnêtement, il y a des gens à qui je ne pensais même pas qu'ils pouvaient douter, qui avaient estimé que c'était fini. Au point qu'ils n'ont même pas jugé utile même de demander mes nouvelles. Tellement ils étaient sûrs. Bon, Dieu a fait que il a son agenda. Vous savez, les hommes ont leur agenda, mais il y a toujours l'agenda de Dieu. Je donne aux gens l'exemple le plus illustratif, c'est ce qui vient de se passer au Sénégal. Pendant 5 ans, on était en train de monter des échafaudages, des services secrets, africains étrangers, toute l'énergie intellectuelle de tous les grands intellectuels proches du pouvoir d'un système s'était concentrée sur une affaire. Et puis ça s'est écoulé comme un château de cartes une nuit. Ça, c'était l'agenda de Dieu. Et je crois que beaucoup oublient ça dans la gestion des pays. Vous savez, les agendas des hommes ne priment jamais sur l'agenda de Dieu. C'est pourquoi je conseille à tout le monde, faites le travail qu'on vous confie, en âme et conscience, et sortez des petits calculs. Parce que quand vous travaillez en âme et conscience, le résultat va vous venir au moment où vous attendez le moins. On va vous chercher. Vous n'avez pas besoin de courir derrière un poste. J'ai l'habitude de dire derrière mes camarades que de mémoire, moi je ne me rappelle pas avoir occupé un poste de responsabilité que j'ai cherché, que j'ai demandé. J'ai été ministre par 2 fois. C'est d'autres cadres que j'ai proposés. C'est à la suite des négociations difficiles que je suis devenu ministre. Le Premier ministre, ça c'était public, tous les Maliens le savaient. J'étais dans un regroupement où il y avait beaucoup de gens qui étaient candidats. Vous savez, avant les changements de régime, moi j'avais catégorisé dans mon analyse le groupe que j'avais en 4 groupes. Il y avait des gens qui étaient dans le groupe Oubeta de Nini, quoi. Donc ils sont avec nous le jour. Le soir, ils sont avec les gens de l'ancien pouvoir, les services de sécurité, avec les services spéciaux français, tous. Je les connais tous. Mais quand ils viennent dans les réunions, ils sont à la flèche du combat. Je leur dis souvent, on n'a pas atteint le point de non-retour.
Parce qu'en fait, leur objectif, c'était de transformer notre combat politique en un combat judiciaire ou juridique. C'est-à-dire commettre des fautes graves pour qu'on nous arrête et nous mette en prison. Et le mouvement est étouffé. C'était ça leur mission et certains continuent là-dedans jusqu'à présent. L'objectif, c'est de faire échouer la transition. Mais ils sont toujours dans un manteau d'acteurs du changement. Ça, c'est le premier groupe. Vous avez un deuxième groupe qui voulait répéter une situation d'une certaine période de notre histoire. C'est-à-dire des aspirations légitimes de la population, les utiliser à des fins manipulatrices dont l'objectif c'est d'accéder au pouvoir et aux richesses du pays. Donc, il faut pousser le pouvoir à la faute cette fois-ci. La faute ultime pour un pouvoir, c'est de tuer les citoyens. Un pouvoir, elle est là pour protéger les citoyens, mais lorsque on en arrive à une situation où c'est lui qui apparaît comme le tueur des citoyens, il est discrédité. Beaucoup se rappellent d'ailleurs la première manifestation de notre groupement. Il y a un groupe qui s'est détaché, qui a foncé avec des personnes sur la résidence du président. Mais quand vous partez sur la résidence d'un chef d'État, c'est très clair qu'on ne va pas vous laisser l'arrêter. C'est qu'il va y avoir des morts. Ça, c'est une catégorie de gens. Je les ai identifiés un à un dans le groupe. Généralement, ce n'est pas des travailleurs. Ils ne sont jamais là quand il faut rédiger des textes, des prises de position. Ils sont là au début des réunions, ils sont là pendant les meetings, ils sont là pour prendre le micro. Mais en général, quand il y a un travail à faire sur la durée, rester, rédiger, des communiqués, les lire, ils ne sont jamais là. Mais partout, il faut cueillir des fleurs. Ils sont là. Il y a beaucoup qui sont là-dedans. Le premier groupe était composé essentiellement de jeunes, plus quelques anciens. Dans le deuxième groupe, il y a beaucoup d'anciens, plus quelques jeunes. Le troisième groupe, c'est ceux qui voulaient utiliser la religion comme une sorte d'opium pour amener les gens à un objectif qu'eux seuls ils connaissaient. Cet objectif, ce n'était pas le changement pour le pays. C'était de peser sur les décisions politiques pour avoir et le pouvoir et l'argent. Donc l'objectif, ce n'était pas le renversement du régime. C'est-à-dire tout ce qu'on disait, les gens mouraient, on les entrait dans des fosses communes. Tout ça, c'était des discours pour galvaniser les gens. Mais la finalité, en réalité, ce n'était pas le changement de régime. Certains ont fini d'ailleurs par me l'avouer, que leur objectif, ce n'était pas de changer le régime. Quand on nous a arrêtés après les événements du 10-11-12 juillet, qu'on nous a amenés au camp, moi, depuis que j'ai vu ma cellule, j'ai rigolé en leur disant que j'étais là il y a 20 ans. Et quand le patron du camp a voulu retirer ma ceinture, j'ai dit, mais vraiment, vous êtes sûr. Moi, je ne vais pas me suicider parce qu'il vous retire tout pour que vous n'allez pas vous pendre après. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le camp, vous êtes sous les responsabilités. D'ailleurs, ma ceinture, là, je l'ai oubliée. Chaque fois, je dis que je vais chercher, j'oublie de la réclamer. C'est resté avec eux. Donc ça, c'est... Quand on est sorti de là-bas, certains qui n'étaient pas là pour l'objectif m'ont dit carrément que vraiment, ils ne peuvent plus. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était comme ça. Et ils vont se retirer de cette affaire. Notre avocat nous a même proposé une sorte de marché avec le pouvoir. Qu'on signe un modus vivendi, vraiment on arrête tout et puis il y a le calme dans le pays. Et les gens étaient d'accord. Moi j'ai dit à l'avocat, il leur a dit clairement que si tout le monde va, même si je reste seul, je ne vais jamais suivre. Parce que ce n'est pas une question de personne. Il y en a qui étaient contre l'ancien président. Moi je n'ai rien contre lui. Ma conviction c'est que tant qu'il reste au pouvoir, il ne peut pas gérer le Mali dans la difficulté. Et donc le Mali n'a pas d'avenir avec lui. Donc ce n'était pas un problème de le bousculer pour amener quelqu'un d'autre ou des haines personnelles contre lui. Donc j'ai dit à l'avocat, si tout le monde accepte d'aller avec le pouvoir, moi je n'irai pas. Et c'est comme ça qu'on a arrêté la discussion. Donc j'ai dit aux camarades là, ce que vous faites, il vaut mieux vous faire porter malade. Votre femme va vous faire de la soupe à la maison pendant 2-3 semaines. On dira que vous êtes souffrant, mais on ne dira pas que vous avez fui.
Ça, c'est plus honorable. Finalement, certains ont accepté comme ça. Et le quatrième groupe, ça, c'est la grande majorité des Maliens qui voulaient vraiment que les choses changent. Ils n'étaient pas contre une personne. Mais on savait très bien, moi, depuis de longues dates, j'ai compris que ce qui se passait dans notre pays, ce n'était pas une histoire de terrorisme, de guerre entre les Dogons, les Peuls, les Bamana, les Dozons. C'était un mouvement instrumentalisé pour désagréger la société. Donc le grand groupe qui voulait que ça change, ils sont allés avec l'agenda du peuple. Et au moment même où le mouvement allait s'essouffler, Dieu a tranché. Moi, je me rappelle celui qui avait un prétendu dossier judiciaire sur moi. C'est le 18 août à 10 h que je devais être convoqué devant les juges dont je connais le nom, qui avaient mission de faire un mandat de dépôt, pourvu qu'on dise qu'il est en prison. Celui qui a orchestré tout ça, le 18 août à 7h30, je crois qu'il était en train de se chercher en ville. Ça, c'est l'agenda de Dieu. C'est pourquoi moi, je suis toujours convaincu que quand on fait son travail honnêtement et correctement, ça finit toujours par payer. Les calculs ne font pas avancer. Souvent, ça me fait de la peine en me disant qu'en Afrique, toutes les grandes choses qu'on entreprend, ça tombe à l'eau souvent pour des futilités, des inimitiés entre 2 ou 3 personnes, des contradictions qui peuvent se résoudre, mais on les pousse à les amener à l'antagonisme. Et quand c'est antagonique, en ce moment, on cherche à s'éliminer et tout l'échafaudage tombe. Sinon, ce que nos pays sont en train de faire aujourd'hui, en Afrique, dans l'AES et dans le monde, c'est navrant que des Maliens rentrent dans des petits calculs de pouvoir et d'argent pour faire tomber tout ce vice. Mais en réalité, c'est des gens qui n'ont pas le sens de l'histoire. L'histoire, c'est comme une sinusoïde, c'est-à-dire qu'il y a un moment où rien ne peut arrêter le cours de l'histoire. Je crois que le moment est venu pour l'Afrique de faire changer les paradigmes internationaux. Il a fallu juste un déclic. Ce déclic est venu du Mali. Il est venu du M5. Du M5 aussi, il est venu de quelques-uns qui croient. Parce que cette lutte, il y a des gens qui ont cru. Il y en a qui n'y croyaient pas. On est arrivé à une première phase, vous savez comment ça s'est passé. Maintenant, on est dans une phase où je pense qu'il faut croire à ce qu'on fait et à l'avenir. Moi, depuis que j'ai recouvré un peu ma santé, j'ai essayé de regarder tout ce qui se fait au pays. J'ai une idée globale de ce qui se fait autour de moi, de mon pays. Et je pense qu'au niveau de la primature, le jour où j'ai téléphoné la première fois au directeur de cabinet, c'était un grand ouf de soulagement pour lui, parce que lui-même, il ne savait pas que faire. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre que lui-même n'est pas de nouvelles de son ministre. Et même s'il leur dit que ça va, les gens ne croient pas. Et l'attaché, je l'ai dit depuis la première maladie, j'ai dit que l'attaché, la force de l'attaché d'un responsable, c'est sa discrétion. Quand on parle trop, on ne peut pas être proche d'un responsable. Et quand vous êtes proche d'un responsable, vous devenez un enjeu. Il y en a qui viennent causer avec vous pour vous faire parler et faire des rapports après. Il y en a qui vous tirent les verres du nez. Il y en a qui prêchent le faux pour savoir le vrai. Donc la meilleure façon d'être à l'abri de tout ça, c'est de ne pas trop parler. Ce qui fait que quand l'attaché dit que ça va, les gens ne le croient pas beaucoup. Le pauvre, il me voit au moins 2 fois par jour. Mais je crois qu'il s'en est tenu à ce qui avait été. Donc quand j'ai appelé le directeur de cabinet, il en était très heureux. Même mes conseillers spéciaux, là, je ne les ai pas appelés. Bon, eux aussi, je crois qu'ils ont été sages. Et je crois que tout le cabinet a gardé son calme. Et certains ont continué à se battre. Parce que comme certains étaient sûrs que c'est fini, et des gens que vous ne pouvez même pas soupçonner,
avait estimé que c'était fini. Donc il y en a qui ont décidé de sortir du bois. Malheureusement, je crois qu'ils vont perdre ce jeu, comme les premiers aussi. Parce que dans cette affaire-là, l'agenda de Dieu, là, personne ne pourra l'arrêter. Personne. Vous savez, quand on a attaqué les bateaux Tombouctou, on a mis Tombouctou en embargo, Gao. Mais ce n'était pas prévu. Ça, c'est des services secrets des pays étrangers qui l'ont fait. C'était pour brouiller les cartes et l'agenda de la route sur Kidal. Ça nous a retardé quelques mois, quelques semaines, mais ça n'a pas changé les choses. Mais il y a des Maliens, effectivement, qui sont tombés dans le panneau. Ah, il faut la paix, vraiment, il faut que le gouvernement tende la main. Moi, je connais des journalistes comme ça. Les mêmes qui disaient qu'il faut la paix, le 7 septembre. Quand le 7 octobre, il y a eu l'affaire entre la Palestine et Israël, c'est les mêmes qui sont venus prendre position pour dire que le Hamas se bat pour ses droits. Bon, les Maliens, ils attaquaient les dirigeants qui étaient des va-t-en-guerre. Mais parce qu'ils ont une mission. Parce qu'aujourd'hui, dans toute la société malienne, moi j'ai une claire idée de qui, dans quelle mission. Tous, les militaires, les politiques, les juges, les administrateurs, les journalistes, tous. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun idéal. Leur objectif, c'est de vivre au jour le jour. Ces gens-là, je peux me tromper, mais en grande partie, j'ai une idée sur eux. Il y en a qui sont tapis dans l'administration, ils ne disent rien. D'autres sont dans la presse, d'autres dans les différents services de l'État, d'autres sont des militaires, d'autres sont des juges, d'autres sont des politiques. Il y a tout là-dedans. Mais la réalité, c'est qu'ils ne pourront pas réussir. Parce que ma conviction, c'est que ce processus est irréversible. Notre seul rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le maximum de citoyens y croient. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart des conférences que je tiens, souvent ça ennuie certains, parce qu'il y a des ministres qui assistent aux mêmes conférences, ils ont l'impression qu'il y a une redondance, ils se fatiguent. En réalité, ceux qui suivent ne sont pas les mêmes. Parce que la conscientisation de la population est la plus importante. Vous savez, l'action coup de poing des militaires, l'action guerrière pour trancher une question, c'est indispensable dans une action politique. Mais sur la durée, ça ne paye pas. Sur la durée, c'est la conscientisation des populations et de l'objectif qui est visé. C'est ça qui paye. Bon, ça, c'est le rôle des politiques. C'est à ça qu'on se dédie. La haute administration, c'est de tenir vraiment dans un certain sens. Vous avez vu, aujourd'hui même, je devais recevoir des Maliens qui sont l'association de tous les élus maliens en France. Parce qu'on a mis dans leur tête que le Mali est contre la France. Bon, heureusement qu'eux-mêmes ils disent qu'ils n'étaient pas disponibles pour aujourd'hui. Ils n'ont qu'à venir le jour où ils voudraient. Parce qu'on n'a aucun problème avec personne. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Personnellement, je ne l'ai jamais accepté de toute façon. Imaginez-vous quand vous avez ceux qui ont écouté l'intégralité du discours du président du Niger. Il dit que pendant la crise, il y a un pays européen qui a voulu intervenir. Les Français l'ont appelé pour lui dire que le Niger ne vous appartient pas. Le Niger appartient à la France. Donc ne vous mêlez pas des affaires du Niger. Clairement. Imaginez-vous entre États comment les dirigeants raisonnent. Ou bien notre président qui dit qu'on l'a dit, voici tel qui doit être président, premier ministre, premier ministre. Ils sont là, moi je les connais. Lui n'a pas voulu le dire, mais moi je sais de qui il s'agit. Comme ils sont plus discrets, on ne dit rien, mais on le sait. Il y a des gens qui sont au service de ces forces étrangères. Jusqu'à présent, ils ne finiront jamais. Même leurs enfants, ils vont têter ce lait-là. Parce que toutes les grandes puissances ont des agents, des générations de certaines familles qui sont à leur service. Et regardez les hommes politiques. Suivez leurs déclarations. Vous aurez des gens qui ne vont jamais, vous ne verrez jamais une critique contre la France. Même s'ils font 2 heures d'intervention. Mais c'est des grands notables qui sont insoupçonnés, insoupçonnables d'être en collision avec l'étranger. Pourtant, c'est des gens comme ça. Donc la seule façon
de tenir face à cette situation, c'est d'abord des dirigeants qui sont déterminés, ils ne sont pas nombreux en général, une grande masse suffisamment sensibilisée et conscientisée, ça c'est les 90-95%. Bon, l'autre groupe, c'est ceux qui ne changeront jamais d'avis. Ils vont toujours être au service de l'étranger, parce que pour eux, c'est d'avoir de quoi vivre pendant qu'ils sont là, c'est le plus important. Le reste, on verra. Même leurs enfants, c'est la même chose. Donc ces deux groupes-là, ils vont tous se reposer sur l'administration pour travailler. Et c'est pour ça que je dis dans l'administration, chacun n'a qu'à faire son travail. Le travail politique, celui qui veut faire la politique, il le fait. Celui qui ne veut pas faire, il ne fait pas. Il n'y a personne ici à qui j'ai demandé son opinion politique avant d'être autour de moi. C'est un travail concret. La première personne que j'ai nommée, signé le décret, quand j'ai été nommé premier, moi je sais pertinemment qu'il est adéquat. Mais ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est autre chose. Il y a des gens qu'on a nommés, on sait qu'ils sont M5. Il y a des gens que je n'ai jamais vus. Vous avez l'actuel DAF. C'est quand il est rentré dans mon bureau que je l'ai vu la première fois pour lui remettre son décret. Je lui ai dit que je ne le connais pas. Quand il a été décidé en d'autres lieux de changer le DAF pour des raisons qui me sont étrangères, j'ai dit que je n'ai pas de choix de DAF à faire. Il a un adjoint qui, dans les textes, doit assurer les fonctions après lui. On n'a qu'à le prendre. Je l'ai fait en 2016, quand j'étais au ministère de la Communication. Quand il est arrivé pour des raisons de changer de DAF, à la demande du Premier ministre, disons, après des arguments que je lui ai exposés, quand il a été enlevé, on a dit de choisir. Il dit, je n'ai pas de choix, on prend son adjoint. Et cet adjoint, je l'ai vu quand il est rentré dans mon bureau. Mais avant, les gens sont venus, le DAF, tu sais, c'est l'homme proche du président, il faut chercher un proche, un homme de confiance. Moi, je ne suis pas dans ça. Et tous, quand ils sont venus, j'ai dit, vous savez, un cadre supérieur qui fait ses études supérieures, il a droit au respect de tous les cadres. Personne n'est né pour être président, pour être premier ministre, pour être directeur. C'est le hasard qui a fait qu'on devient un chef à un moment. Mais le diplôme que vous avez eu en étudiant là, on ne peut pas vous l'enlever. Donc on respecte les gens, ça c'est ma philosophie, en fonction de leur formation académique. Si la personne met ses connaissances au service de l'État, mais s'il décide de les mettre au service d'une cause qui n'est pas celle de l'État, si on les découvre, on le lui dit. Tout de suite, j'ai reçu le nouveau secrétaire général adjoint, le nouveau secrétaire général qui est venu. Il est accompagné de l'ancien. Moi, j'ai dit à l'ancien clairement, et j'ai dit au nouveau, qu'il ne faut pas accepter certaines choses que j'ai vues avec l'ancien. Moi, j'ai fait regarder à l'ancien une vidéo, un de ses collaborateurs qui dit qu'ils vont s'opposer de toutes leurs forces à l'adoption de la Constitution. Vous ne pouvez pas être au secrétaire général du gouvernement et dire que vous allez saboter ce que le président fait. Le secrétaire général du gouvernement, par définition, c'est le juriste de l'État. Si vous voulez être un homme libre, indépendant, vous démissionnez de ce poste, vous devenez un libre penseur. En ce moment, vous faites ce que vous voulez. Mais le secrétaire général n'avait même pas regardé cette vidéo. Et puis quand il a été montré ça à son cabinet, le monsieur se met à dire non, vous savez, nous sommes des sympathisants du Premier ministre. La preuve, on était même à Dubaï avec lui. Quand il est venu, je dis que vous savez, moi je ne suis pas dans ça. Parce que ceux qui sont dans ça là, personne ne va diriger le Mali. Est-ce qu'il n'a pas d'autre chose? Le fait qu'il soit mon sympathisant là, ce n'est pas important. Est-ce qu'il a le droit d'aller dire sur les antennes qu'ils vont s'opposer à la révision de la Constitution? Il est au secrétariat général. Il faut le faire sortir. Il me dit non, comme c'est vous sympathisant. Je dis non, non, ça ne peut pas compter. Il faut lui dire de choisir où il s'astreint à l'obligation de réserve. S'il veut être un penseur libre, il quitte le secrétariat général du gouvernement. Bon, il vient de m'apprendre que le monsieur a quitté depuis longtemps. Avant lui, moi je connais un membre du CNT, très proche, qui allait dire sur les antennes qu'ils vont tout faire pour se battre
contre la révision constitutionnelle. Mais quand j'ai dit au président, le président était étonné. Il dit, monsieur, voici ce qu'il dit. Il se fait passer pour l'un des grands soutiens de la transition. Il est au CNT. Heureusement que moi, je suis tout. Il y a une cellule ici qui relève de la primature. Je vois un cadre sur les antennes qui dit ceci. 1. Pour que ce pays marche, il faut que ce Premier ministre, on l'enlève. 2. Depuis qu'il est venu, il nomme que des gens du Nord dans les postes. 3. Même les assises nationales, il les a organisées le jour de la fête chrétienne. Donc ce monsieur, il veut soulever un problème ethnique, un problème religieux, et puis son problème politique qui est la tête du Premier ministre. J'ai fait regarder le film à son directeur, qui n'était pas au courant aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui croient qu'on est directeur comme ça, monsieur le directeur. Mais quand on est dans certains postes de responsabilité, on doit tout suivre. Quand je lui ai montré le film, il dit que lui ne sait pas. Il a appelé le monsieur. Vous savez ce que le monsieur lui dit? Que lui, il est un libre penseur. Mais il dit, si il est un libre penseur, vous quittez ce poste, c'est tout. Vous ne pouvez pas être dans une structure qui relève du Premier ministre et dire sur les antennes que pour que ça marche au Mali, il faut que le Premier ministre, on l'enlève. Et comme il est payé par une organisation internationale, quand le chef de cette organisation a vu la vidéo, mais il s'est mis à transpirer, ils l'ont licencié immédiatement. Immédiatement parce qu'ils disent que c'est pas ça l'entente entre eux. Vous voulez profiter d'une position dominante près d'un Premier ministre, avoir un salaire de 3 millions et quelques, et passer votre temps dans la propagande. Mais quand on l'a relevé, il l'a récupéré par une organisation internationale dans les semaines qui suivent, bien payé, on l'a envoyé à l'extérieur. Il est revenu à la veille de l'embargo et faisait partie de la cohorte des cadres soi-disant économistes qui devaient monter au créneau dès lundi 10 pour démoraliser les Maliens. Ils ont fait des études d'économie, ce gouvernement ne pourra pas tenir plus de 2 semaines. Mais quand on l'a pris, on l'a mis au Niouf là-bas. Il lui a amené des oranges et des bananes pour vraiment qu'au moins qu'il mange des fruits régulièrement. Mais il n'a même pas eu d'avocat pour le défendre. Le seul avocat qui a accepté d'aller le défendre, c'est un avocat du Nord. Ce dernier lui a dit, mais mon frère, tu sais, les problèmes ethniques, là, ne les mélangez pas. Le Mali, là, c'est une vieille nation. C'est les gens 40 qui amènent les problèmes ethniques. Te voilà maintenant, tu n'as pas eu d'avocat pour te défendre, sauf moi. Moi, je suis un avocat du Nord. Mais entre-temps, moi, j'ai fait ramasser toutes les nominations au niveau du secrétaire général du gouvernement. Et tous les ministres savent, je crois que c'est la première fois dans l'histoire du Mali, il n'y a jamais eu une nomination qui a été imposée ou refusée par le Premier ministre à un ministre. Moi, j'en ai été victime plusieurs fois. Et je sais que ça se fait aussi dans la haute administration. Il y a des nominations. Jusqu'à présent, il y a beaucoup qui nomment comme ça. Moi, je ne me suis jamais mêlé. Parce que je me dis, c'est des cadres supérieurs qui sont à leur poste. Il faut les laisser. Parce qu'ils sont responsables de leur cabinet. Mais sous le couvert d'indépendance, mais il y en a qui font ce qui n'est pas du tout en faveur du système. Mais je les connais tous. Même dans mon équipe, les gens qui travaillent en dehors des objectifs de la transition, je les connais tous un à un. Souvent même, je donne des conseils aux ministres. Je leur dis, vous savez, dans un État, vous avez Dieu, vous avez le peuple, vous avez les lois. C'est après que les relations personnelles viennent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand vous avez des relations avec le chef, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça continue. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Donc le monsieur, il a fait 1 mois en prison. Ses parents ont commencé à venir me dire, oui, vraiment, il a le diabète, il a la tension, il cherche la liberté provisoire. Je leur dis que les affaires de justice et des militaires, je ne m'en mêle pas. La preuve, on l'a arrêté, moi, je n'étais même pas au courant. Ce que je pouvais, c'est de le relever de mes services. Mais son sort, là, je ne le connais pas. C'est comme le jour où les militaires maliens ont fait l'heureuse opération sur Moura, qui était coupé du Mali pendant des mois. Le lendemain, des gens s'organisent. Bon, comme toujours, on utilise des termes qui plaisent.
un regroupement du mouvement démocratique pour faire le bilan. Le 2 avril, ça correspond à quoi? Ce n'est pas le 26 mars. Ce n'est pas une date symbolique. Mais c'est immédiatement le surlendemain de l'affaire de Moura. Mais tout le monde est tombé dans le panneau. Les gens sont venus tenir des discours qui n'ont rien à voir avec le mouvement démocratique. Tout le problème, c'était la tête du Premier ministre. Et puis, il y a un monsieur qui est venu. Lui, comme je crois qu'il est plus extrémiste, il croit qu'on est encore dans les années 90-2000. Il s'est mis à dire que à Moura, c'est le CNSP et le comité stratégique, en un mot, c'est le président Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Maïga, qui sont allés tuer les Peuls. Il n'avait aucune preuve. Sauf qu'il y a une radio étrangère qui a soutenu ces mêmes thèses la nuit. Et nous, on savait où est-ce qu'il était la nuit. Mais le lendemain, le soir, quand on est allé lui demander de venir expliquer ces informations, il a fui. Et depuis, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Donc, il sait très bien que ce qu'il a dit n'était pas vrai. Ceux qui ont convoqué là, aucun d'entre eux n'a fui le pays, mais ils ont allumé un feu, ils ont poussé d'autres là-bas. Ou quelqu'un qui vient me dire, mais il faut dire aux militaires que Kidal et Moura, ce n'est pas la Tchétchénie. J'ai dit, mais monsieur, vous avez vu ou bien vous avez raconté? Vous êtes à Bamako ici. Qui vous a dit que ce qui se passe à Moura et à Kidal, c'est comme en Tchétchénie? Mais c'est ce qu'on vous a raconté. Quand j'en ai parlé avec le président me dit, ce monsieur fait partie des gens qui estiment que les 90% des Maliens sont avec les puissances coloniales. Donc nous, on perd notre temps. Donc, voici ces messieurs, lorsque nous avons pris Kidal, ils ont voulu envoyer une mission pour aller féliciter, remercier, mais ni le président ni moi, personne ne va le recevoir, parce qu'on n'a pas fait Kidal pour être félicité. C'est une obligation et un souhait de la majorité des Maliens. Vous avez vu, j'ai fait toutes ces longues explications. Certains ne sont pas intéressés par la politique et tout ça. C'est pour vous dire simplement que je pense que dans la vie, il faut faire comme ce que beaucoup d'entre vous ont fait. Il faut faire son travail et laisser son destin se réaliser. Personne ne pourra rien contre votre destin. Personne. Il y a 3 ou 4 ans, qui pensait qu'Assimi Goïta allait être président de la transition? Qui pensait que moi-même j'allais être là? Personne. Mais ça, c'est l'agenda de Dieu. Donc, il faut travailler et rester chevillé à vos convictions, aux intérêts supérieurs de notre pays. Et je dis que tous ceux qui se mettent au service de l'étranger, ils ne pourront jamais, jamais bien finir. Jamais. Quand on se met au service de son pays, les jours où on finit dans l'honneur, on se dit qu'on a fait ce qu'on peut. Tout le reste des débats idéologiques, je suis partisan de ceci, tout ça c'est des faux fiants. Parce que chacun de ces chefs-là a son propre agenda à lui. Tous les chefs qui nous ont dirigés là, on est autour d'eux, on pense qu'on est leurs partisans, mais ils ont leur propre agenda. Il y a des décisions, quand ils prennent là, ils ne nous demandent pas. Hein. C'est lorsque tout va bien qu'on est derrière eux, on applaudit, on dit même si la mort vient, on est avec eux. Comme je dis à certains cas, la mort vient en général, il n'y a personne. Et donc, vraiment, je voudrais vous remercier pour la constance dont beaucoup ont fait montre. Je suis tout ce qui se passe dans le pays. J'essaie de me faire une idée des personnes pour ne pas se tromper du jugement parce que ça peut arriver. J'ai compris beaucoup de choses que je ne soupçonnais même pas. Beaucoup de choses que je ne soupçonnais même pas. Comme il y a des choses que je n'ai pas compris. Mais globalement, je pense que le cabinet du Premier ministre a été à la hauteur. Ils ont fait leur travail, ils ne sont pas rentrés dans l'agitation politique. Quelques personnes l'ont fait, mais ça c'est minime par rapport à ce que l'ensemble a fait. Et le directeur de cabinet n'a pas bousculé ni ma famille ni mes proches pour leur tirer les verres du nez, parce que souvent c'est gênant quand vous êtes proche conseiller chargé de mission, surtout quand vous êtes un conseiller très très spécial du Premier ministre, que vous dites que vous n'êtes même pas au courant.
ou un chargé de missions particulières, quand vous dites aux gens que vous n'êtes pas au courant, on ne vous croit pas. Mais beaucoup ont gardé vraiment leur calme, ils ont continué à prêcher la bonne parole, jusqu'à ce que le système redevienne en équilibre. Et c'est pourquoi que j'ai appelé le directeur de cabinet depuis l'autre jour en lui disant que je vais vous rencontrer ce soir, vraiment pour vous remercier pour les bénédictions des uns et des autres et pour le soutien matériel. Il ne faut croire qu'à Dieu et à votre destin. Vous pouvez être avec quelqu'un pendant un moment. Si vous travaillez là, même si on vous enlève d'un poste là, vous serez comme les tinini là qu'on jette dans l'huile, il va aller tomber dans l'eau. Je l'ai dit aux ministres récemment qui ont été sortis du gouvernement. Ils sont sortis le samedi, d'autres l'ont appris d'ailleurs dans les radios, ils ne savaient même pas. Le dimanche, on leur a dit qu'ils sont sortis. Ils étaient étonnés. Le lundi, quand je les ai rencontrés, j'ai dit, vous savez, le service d'un État, ça veut dire qu'on a remplacé des gens, on va être remplacé notre jour. Il n'y a personne qui veut vous dire qu'il occupe un poste de façon immuable. Ça n'appartient à personne. La deuxième chose, on peut être plus utile pour ton pays dans un poste donné, plus que ce que vous pensez. J'ai donné l'illustration. Moi, personnellement, je suis sorti des gouvernements toujours à la suite d'un grave malentendu avec le président. Mais en général, j'ai rendu autant, sinon plus de services à l'État malien dans le poste là que quand j'étais ministre. Donc je leur ai dit, il faut croire en votre destin. Si votre destin c'est qu'on vous enlève ministre, vous serez enlevé. Mais vous allez voir tous ceux qui sont de bonne foi. Dieu va leur tendre la perche. Heureusement, quelques jours après, le président même les a reçus, ce qui est une première au Mali. Tous les ministres qui sont sortis, il les a remerciés. Il a rappelé le rôle qu'ils ont joué à un moment donné de l'histoire, en laissant ses portes ouvertes. Et aujourd'hui, il y a certains qui sont conseillers à côté de lui. Il y a d'autres, je crois, auxquels sont prévus d'autres à venir, qu'on ne va pas leur dire. D'autres vont venir dans les gouvernements à des moments où ils ne savent même pas. Parce que vous savez que pour la première fois dans l'histoire du Mali, nous avons eu 2 femmes qui ont marqué notre histoire depuis plus de 30 ans. Les Maliens ne croyaient plus qu'on peut faire des examens et passer par sa valeur intrinsèque. Depuis plus de 30 ans, les Maliens ne pensaient plus qu'on peut aller faire ces examens et passer sans fraude. Nous avons eu 2 femmes qui ont implémenté ça. Maintenant, il y en a qui ne voient que ça. Mais la vie d'une personne est très complexe. Et puis, on peut résoudre un problème à un moment donné. Le président a d'autres objectifs, peut-être qui ne correspondent pas à votre tempérament. Ça ne veut pas dire que vous avez démérité. Et le président les a bien remonté le moral. Et je crois que c'est une première dans l'histoire du Mali. Moi, dans mon cabinet, vous le savez, beaucoup d'entre... il y a une personne que j'ai vue un jour, quand j'ai vu son... comment on dit, son conjoint, pour ne pas dire que c'est une femme ou une homme, sa conjointe, j'ai dit certainement qu'ils vont se dire que jamais dans la vie, si ce premier ministre sait qu'on a des liens là, il ne va pas approcher cette personne. Mais moi, j'ai dit ça, ce n'est pas important. Chaque personne, à un moment donné, exécute les missions qu'on lui confie. Mais si vous arrêtez à ça là, vous n'allez jamais travailler. Récemment, quand on a fait les nominations au Conseil des ministres, je crois qu'il y a quelqu'un qu'on a pris ici de la primature pour nommer dans un ministère. Bon, il est là, oui. C'est quelqu'un qui m'envoie un message, il dit, bon, on est en train d'enlever vos cadres, on pense que... J'ai dit, ce monsieur-là, je ne le connais ni d'âme ni d'Ève. C'est le jour où on l'a enlevé de son poste que j'ai vu comme ça dans les journaux que c'est un cadre brillant qui était même premier de sa promotion. Et moi, je sais que c'est qu'être premier d'une promotion dans une école. Donc, j'ai cherché à m'informer. Quand j'ai eu la confirmation de certains, j'ai dit à mon secrétaire général de demander son CV. Et je l'ai pris ici comme conseiller. C'est le jour où il a été nommé qu'il m'a vu la première fois dans mon bureau.
Et lorsqu'un ministre est venu me dire que lui cherche des gens vraiment en qui on a confiance, je lui ai dit que moi, la confiance, je n'ai pas beaucoup travaillé avec les, mais je lis les notes. Vous avez tous les conseillers qui sont là. Je lis les notes de chacun. Chacun. Parce qu'il y en a qui croient que moi, je ne lis rien. Tous les jours, moi, je consacre 2 heures de temps pour lire ce que les gens font autour de moi, pour ne pas me tromper. J'ai dit au monsieur, quand le ministre m'a demandé qu'il veut le prendre, j'ai dit au ministre que moi, mais je ne le connais pas, mais voici ce que je sais de lui. Aucune relation. Un ministre l'a relevé, peut-être le ministre a des objectifs à atteindre. Pour diverses raisons, il pense qu'il lui faut d'autres types de personnes. Il ne donne tort à personne. Bon, c'est plein comme ça. Et à la primature, d'une façon générale, je pense que les uns et les autres font leur travail. Vous savez, on est étiqueté ici, moi personnellement, oui, partisan de Moussa Traoré, ainsi de suite, dictateur, alors que je l'ai vu que le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute. Vous savez, j'ai été avec 2 responsables politiques, il nous faut le saluer. On nous a fait à manger. Quand on a causé, je me suis rendu compte que j'étais le seul étranger dans la famille. En réalité, les 2 autres étaient des habitués de la famille, quand ils étaient au pouvoir. Moi, je ne les ai jamais vus. Mais quand j'ai fait le tour de ce qu'on appelle les familles fondatrices, ou bien les grandes familles, ou bien les personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays, mais j'ai demandé dans la famille de l'ancien président s'il y a un cadre qui peut exercer à la primature. On m'a donné le nom d'une de ses filles ou ses petites filles, enfin, je ne sais pas. En tout cas, ils portent les mêmes noms. Mais j'ai dit de m'amener son CV, je l'ai recruté, je ne l'ai même pas vu. D'autres, je les ai invités. Ce qui m'a frappé, c'est que les enfants même ne voulaient même pas rentrer chez moi à la même heure. Tellement les gens ne voulaient pas se voir. J'ai dit, bon, moi, je ne vais pas me mêler des affaires de famille si c'est comme ça. Engoutoyer. Donc, il faut forcément vous mettre au-dessus de ces contingences-là. Prendre le cadre supérieur tel qu'il est, sa valeur intrinsèque, son engagement, son sérieux, et penser que tous ceux qui sont nommés ici par décret, là, tout ce que vous faites, les services de renseignement le savent. J'ai eu à le dire ici, méfiez-vous de ce qui n'est pas légal. Tout ce qui n'est pas légal ou loyal, faites-le en dehors du service. Ça, c'est votre vie privée. Mais ici, faites ce que vous devez faire. Les jeunes qui sont venus ici, je leur ai tous dit, ce n'est pas parce que vous êtes plus méritants, c'est pour que vous appreniez à travailler. Parce que la jeunesse ne sait pas travailler. Beaucoup croient que être dans les réunions, faire du ho-ha-ho, menacer les gens, parler fort. Or, quand vous regardez les dossiers que les gens rédigent, l'administration a des problèmes. Vous savez, chez le président actuellement, beaucoup de gens qui vont à la retraite, il est obligé de les récupérer comme conseiller spécial parce qu'il n'y a pas de relève. Or, ça, c'est une occasion d'apprendre à travailler de façon... ne pas s'asseoir dans son bureau qu'on vous appelle. Allez-y chez les gens qui connaissent plus que vous. Faites des erreurs, on va vous les corriger. Au bout de 5-10 ans, c'est peut-être vous qui allez être les patrons. Parce que dans 5-10 ans, toute la génération qui est là ne sera plus là. C'est ceux qui ont 40 ans, 50 ans, c'est ceux qui vont être là. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Ils pensent que quand ils sont dans des postes là, c'est pour autre objectif. Moi, je n'amène personne ici en dehors de ces objectifs. Il y a des gens aussi qui pensent qu'une fois qu'ils sont recommandés par une personne, ça suffit. Chez moi, ça ne marche pas du tout. Et tous les gens qui ont été recommandés par des personnes, quand j'ai fait 6 mois, je n'ai vu aucun rapport de leur part. J'ai été dire à la personne que je déciderai le moment venu de les sortir de mon cabinet. Et je n'ai pas d'explication à donner. Parce que ils sont venus dans mon cabinet sur recommandation, mais ils n'ont pas comblé les attentes. Il y a des gens comme ça aussi. Donc le cabinet du Premier ministre, c'est pratiquement un peu à l'image de l'État. Il y a tout là-dedans. Il y a des gens qui vous aiment, qui ne vous aiment pas, qui sont d'accord avec vous. Même quand on faisait par exemple le référendum ou bien les manifestations de soutien. Je vois par exemple, il y a des ministres qui commettent l'erreur de faire des communiqués pour demander à toute l'administration d'arrêter de travailler, aller dans... Mais j'ai dit au ministre, ça ne se fait pas. On n'est pas sous le parti unique.
Tous les gens qui sont dans l'administration ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous. Il ne faut plus obliger les gens. Il faut dire que ceux qui sont d'accord vont à la manifestation. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit aussi. Peut-être qu'un jour, c'est eux qui auront raison. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. On peut pas être d'accord politiquement avec un dirigeant, avec un pouvoir, mais on travaille correctement. Moi, j'ai été pendant 7 ans directeur de l'élaboration du plan directeur. Tout ce qu'on fait au Mali, en matière de radio, de télévision, de 1994 jusqu'à maintenant, c'est un document de 11 volumes que j'ai fait faire en 7 ans, avec plus de 150 cadres étrangers venus d'un peu partout. Mais quand le gouvernement a vu ça, il a adopté en conseil des ministres. Le ministre de la communication est bien venu, c'est quoi que c'est Bakary Coulibaly, mais il est venu, Traoré, il est venu expliquer ce que son gouvernement a fait pour le pays. Mais moi, j'étais l'un des opposants les plus farouches en ce moment. Parce que ça, c'était la technique. Ça n'a rien à voir avec les opinions politiques. Il vaut mieux travailler comme ça. Ceux qui sont d'accord politiquement aussi, vous travaillez comme ça. Ceux qui ne sont pas d'accord, faites votre travail. Ne vous mêlez pas de politique. Le jour où vous aurez un courant qui vous est favorable, bon, ça serait autre chose. Mais ne craignez pas du tout, avec la peur au ventre, que si vous n'êtes pas avec le Premier ministre, politiquement, il va être contre vous, il va vous relever, il est ceci. Ça n'existe pas ça chez moi. Parce que tout mon parcours politique et administratif indique que si ça devait marcher là, je ne devais même pas quitter le bas de l'échelle. Donc j'ai beaucoup parlé, je voulais juste vous dire encore merci. Et il faut tenir. Chacun d'entre vous peut être président ou premier ministre demain. Chacun d'entre vous. Parce que tous les cadres supérieurs ont vocation à diriger le pays, à diriger une cellule, à diriger quelque chose. Donc n'ayez aucun complexe et faites votre travail. Et travaillez dans la solidarité pour que notre équipe puisse réussir. Parce que comme je dis aux uns aux autres, je termine par ça, il est bon qu'à la fin de la transition, tout Malien qui s'interroge intérieurement puisse se dire que ces messieurs-là qui ont dirigé la transition, leurs collaborateurs, ils ont fait de leur mieux. Je n'étais pas d'accord avec eux, mais en réalité, on ne pouvait pas faire plus. J'étais d'accord avec eux, j'ai fait ce qu'ils pouvaient pour qu'ils réussissent. En ce moment, on a accompli notre mission. Parce que quand on fait ça, on a la satisfaction. Parce que le monde de la voiture continue à tourner. Vous savez, quand je suis sorti de l'hôpital hier, je regardais les voitures tourner en ville. Je me suis dit, mais si je n'étais plus revenu, mais le Mali va continuer. Moi, je regardais tout, même quand je suis arrivé à la maison. J'ai commencé à avoir un raisonnement un peu philosophique. Parce que moi, j'étais convaincu à un moment que je ne reviendrai plus. Donc je me suis dit, même si je n'étais pas venu, le Mali allait commencer à tourner. Mais c'est que les gens vont retirer de vous. C'est ce que vous avez fait pendant que vous êtes là. Il faut faire en sorte que cette période reste l'une des plus inoubliables dans l'histoire de notre pays. Si on réussit ça, moi je pense qu'on aura fait l'utile. Monsieur le directeur de cabinet, j'ai beaucoup parlé. J'ai fait exprès, le premier ministre parle beaucoup, il se croit toujours dans les meetings du M5. Donc ceux qui ne sont pas intéressés par la politique, là, ils se disent que vraiment, nous on a envie d'aller, et puis les 17h passées, on a nos agendas, on est en train de nous retenir. Mais vraiment, il n'y a rien d'autre derrière. Je voudrais vous remercier encore et vous dire que les choses vont aller pour le meilleur. Moi, je suis convaincu. Personnellement, moi, je suis sûr qu'il y aura un autre bond dans l'histoire politique de notre pays. Ça ne s'est jamais passé autrement. Chaque fois que je parle des épreuves comme ça, ça va revenir. Donc, je vous souhaite tous bonne chance et beaucoup de succès dans vos futures activités.